Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes de Côte d'Ivoire. Bonjour Mamadou Touré. Bonjour. Alors la Banque africaine de développement envisage un taux de croissance pour l'Afrique qui est à peu près de 4% pour 2019. Or vous, la Côte d'Ivoire, vous êtes plutôt à 7%. Comment vous expliquez cette croissance plus forte chez vous ? Alors, il faut noter que la Côte d'Ivoire est dans une dynamique de croissance depuis bientôt 8 ans. Nous avons eu une croissance moyenne entre la période 2012 et 2016 d'autour donc de 9%. Et si vous prenez toute la période de 2012 à maintenant, nous avons une moyenne de 8%. Parce que simplement, il y a une dynamique économique, une cohérence économique, avec un accent mis sur l'investissement dans des secteurs prioritaires tels que la reconstruction dans le domaine des infrastructures. Vous avez aussi, pendant la première période, une bonne situation des matières premières sur le marché international. Pas touché par la baisse des prix du pétrole ces derniers mois ? La Côte d'Ivoire n'est pas un gros producteur de pétrole, mais par contre, nous avons, nous sommes premier producteur de cacao. Ouais. Et nous avons aussi des produits tels que le café, l'anacarde. Même si ces produits ont eu une tendance baissière il y a un an, globalement, la dynamique économique est bien tenue. Et avec donc un fort investissement, donc une forte part d'investissement dans certains secteurs tels que les BTP, les infrastructures. Alors, on connaît en effet la force de la Côte d'Ivoire, notamment sur le cacao. Vous êtes à peu près 24 millions. Le cacao, ça semblerait faire vivre 6 millions d'Ivoiriens, soit 1 sur 4. Est-ce que ça, c'est un modèle qui est tenable ou est-ce qu'il ne faut pas un peu réduire cette part pour ouvrir à d'autres secteurs ? Alors, nous avons une économie qui se diversifie de plus en plus. Oui. C'est vrai que nous avons le cacao, le café, qui sont les cultures traditionnelles. Vous avez aujourd'hui donc l'anacarde, comme je l'ai dit. Vous avez le coton. Vous avez aussi aujourd'hui d'autres types d'économies qui se révèlent, notamment dans les services. Vous avez donc dans le domaine des TIC, avec la téléphonie mobile, une économie qui est en pleine croissance. Vous avez aussi, comme je l'ai dit, au niveau des banques, un fort investissement qui s'est fait. Mais est-ce que ça veut dire qu'on avance en diversifiant, en laissant un peu de côté ce qui faisait la tradition ? Ah non, pas du tout. Non, vous restez... La Côte d'Ivoire reste un pays essentiellement agricole. D'accord. Mais c'est un pays qui, aujourd'hui, sous le leadership du président Ouattara, diversifie son économie. D'accord. Et c'est parce que notre économie est suffisamment diversifiée que nous résistons aux chocs extérieurs sur les matières premières. L'Afrique devra trouver 12 millions d'emplois aux jeunes chaque année dans les années qui viennent. Comment votre pays s'y prépare ? Le défi de l'emploi des jeunes est un défi essentiel pour les pays africains, notamment pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, vous avez 77% de la population qui a moins de 35 ans. Les 15-29 ans représentent à peu près 27% de la population. Si vous montez cette tranche d'âge à 35 ans, c'est-à-dire les 15-35 ans, vous êtes à 36% de la population, ce qui est énorme. Et cela pose véritablement de véritables défis au niveau de l'éducation, la formation de ces jeunes, améliorer leurs compétences, leur employabilité, l'insertion de ces jeunes à travers donc, des emplois salariés ou l'entrepreneuriat. Nous avons développé une stratégie nationale soutenue aujourd'hui par les partenaires techniques et financiers. Mais elle donne des résultats, cette stratégie. Je veux dire, le taux de chômage des jeunes, c'est quoi ? Alors, le taux de chômage des jeunes ne reflète pas la réalité de la situation des jeunes. Vous savez, nous avons un taux de chômage calqué sur la définition du BIT. Donc, Bureau international du travail. Si vous prenez le taux de chômage strict, il est très faible dans les pays africains. Oui, 3%. Vous avez à peu près, selon l'OIT, selon l'Organisation internationale du travail, 2,6 en Côte d'Ivoire. Selon la BAD, 1,7 au Togo. Mais nous disons que ce taux de chômage qui est relativement bas ne reflète pas les réalités donc, de la situation des jeunes dans nos pays africains. Parce que nous, on en rêverait en France, alors, il faut regarder la situation des jeunes qui sont découragés, qui arrêtent donc de chercher du travail, la situation des jeunes qui sont en situation donc, de vulnérabilité par rapport au travail. Et quand vous prenez le taux combiné de chômeurs, de jeunes découragés et de jeunes qui sont dans un emploi non décent, vous montez à près de 27%. D'accord. Nous avons encore une économie qui reste encore informelle parce que 93% des actifs sont donc de l'informel
Et cela pose de véritables défis. Ouais, c'est un défi général pour l'ensemble de l'Afrique, d'ailleurs. Est-ce qu'une des solutions pour éduquer, former les jeunes, etc., c'est le numérique? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous allez investir là-dessus? La transition numérique est inévitable. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu la percée qu'a fait donc la téléphonie mobile dans l'environnement culturel des Africains. Le saut technologique. Le saut technologique. Et aujourd'hui, clairement, ce secteur est pourvoyeur d'emplois. Et d'ailleurs, nous avons un ministère en charge de la question et des stratégies sont développées justement pour tirer le meilleur profit de ce boom dans ce secteur. Mais il n'y a pas que le numérique. Vous savez, la base pour nos États africains, c'est la formation de nos jeunes, la formation professionnelle de nos jeunes. Beaucoup d'entreprises avec des taux de croissance que nous avons aujourd'hui, avec une dynamique économique, avec de plus en plus d'entreprises du secteur privé qui s'installent dans nos États, mais ces entreprises sont de plus en plus confrontées à un problème de main-d'œuvre qualifiée. Donc vous voulez dire qu'il y a les emplois, mais en face, il n'y a pas les jeunes qui ont la formation pour ces emplois en Côte d'Ivoire? Quand il y a des emplois, nous sommes aussi confrontés à un problème donc, de main-d'œuvre qualifiée pour les emplois existants. Alors, la solution, c'est quoi? Grimper au niveau qualitatif dans vos formations, vos universités, vos écoles? Alors, le gouvernement a entrepris une réforme depuis 2016. J'ai eu l'opportunité de conduire cette réforme pendant 1 an et demi. La réforme de la formation professionnelle dans notre pays. Faire en sorte que le secteur privé, donc les entreprises privées, soient au cœur de la stratégie de formation. Les formations doivent se faire en cohérence avec les besoins du secteur productif. Et cela passe par la définition des curricula de formation. Faire aujourd'hui des curricula de formation dans des filières porteuses, mais ces filières sont définies par le secteur privé. Et donc nous avons réintroduit le secteur privé dans la stratégie. Quand vous prenez la gouvernance donc, de nos centres de formation, par exemple, nous sommes en train d'expérimenter un modèle qui permet de façon paritaire au secteur privé et à l'État de se retrouver donc, au sein donc, des gouvernants des établissements, de telle sorte que le secteur privé participe même à la définition des programmes de formation. Vous avez toutes les compétences en interne ou vous demandez de l'aide en externe pour qu'on vous aide à grimper le niveau de compétences de vos formations? Le défi que nous avons risque de me répéter, c'est même d'améliorer cette compétence en interne. Vous avez de très bonnes écoles en Côte d'Ivoire, l'INPHB qui forme donc les étudiants dans des meilleures conditions, qui sont les étudiants formés à l'INPHB, qui sont souvent des étudiants qui viennent d'autres pays africains, sont très bons dans les différents domaines. Mais l'INPHB seul ne suffit pas. Donc, il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, pour accompagner la politique de l'emploi dans nos différents États africains, que nous ayons un dispositif de formation qui anticipe sur les défis en termes, donc vous avez parlé aujourd'hui du domaine des TIC, il y a l'emploi vert, aujourd'hui nous avons une économie de services, nous en Côte d'Ivoire il y a une orientation qui a été prise par le gouvernement, donc celle de l'industrialisation de nos matières premières, le cacao, le café, l'anacarde. Donc laisser la valeur ajoutée en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, mais cette politique d'industrialisation va entraîner forcément un besoin en main-d'œuvre. Donc les écoles de formation doivent pouvoir anticiper sur les orientations économiques et c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Qui finance? Financé essentiellement par le gouvernement ivoirien, mais avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Nous avons l'Union européenne qui apporte un appui. Vous avez donc les partenaires traditionnels tels que la Banque mondiale qui apporte un appui. Mais vous demandez à vos entreprises de financer aussi un peu cette formation? Ah oui. Nous estimons que les jeunes qui sont formés le sont aussi dans l'intérêt des entreprises qui ont un réel besoin. Et donc le modèle économique qui se construit autour des centres de formation doit amener les entreprises à prendre le relais au bout de 3 ans dans le financement donc, des écoles de formation. Alors l'autre défi, c'est qu'il va falloir partager cette croissance. J'ai regardé un petit peu votre dossier sur la Banque mondiale qui dit qu'au niveau parité homme-femme, il y a beaucoup de progrès à faire. Comment vous partagez cette croissance? D'abord, il fallait créer une croissance. Donc, nous avons la croissance. Vous la redistribuez lorsqu'elle est là. Ensuite, une redistribution équitable donc, de cette croissance. Le gouvernement a décidé d'investir quand même près du tiers de son budget dans les dépenses pro-pauvres, c'est-à-dire l'éducation,
vous avez près de 50 000 enseignants qui ont été recrutés. Vous avez des centaines de collèges qui ont été construits dans des infrastructures telles que l'énergie, qui permet aujourd'hui à beaucoup de familles d'être raccordées donc, à l'électricité. Pour 1,50 €, une famille peut aujourd'hui être raccordée. Le gouvernement vient de prendre, dans le cadre de sa politique sociale, une mesure importante. Les familles les plus vulnérables ont eu une baisse de 20% donc, de les prix sur la consommation de l'électricité. Et tout ça a permis de toucher à plus de 800 000 familles. Les filets sociaux qui permettront donc de toucher 100 000 familles les plus vulnérables, qui vont recevoir un pécule tous les 3 mois et qui pourront se soigner avec la couverture maladie universelle que le gouvernement est en train de mettre en place pour 1 000 francs CFA par mois. Donc une série de mesures qui permettent donc de redistribuer la Est-ce que le défi, ce n'est pas le suivant? C'est soit les jeunes trouvent du travail au Côte d'Ivoire ou en Afrique, soit ils partent, ils migrent. Mais il est clair que notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est de créer les meilleures conditions pour que les jeunes puissent s'épanouir dans nos pays. Il faut qu'ils trouvent du travail. Il faut créer l'environnement pour que le secteur privé, qui est le premier pourvoyeur d'emploi, puisse avoir un environnement d'évolution qui permet donc de créer le maximum d'emplois. Mais les emplois salariés ne suffisent pas. Il y a l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le secteur privé n'est pas suffisamment dynamique pour absorber toute la main-d'œuvre nécessaire. Et à côté de cela, donc, il y a donc, toute une stratégie à l'entrepreneuriat qui passe aussi par le changement des mentalités donc, des jeunes, mais l'accompagnement en termes de financement des initiatives des jeunes. Merci beaucoup Mamadou Touré pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Vous essayez de manger bio, local, de saison, fini les fraises et les tomates en hiver. Alors pourquoi ne pas adopter les mêmes réflexes pour vos bouquets? Nous sommes aux Pays-Bas, la capitale mondiale du commerce des fleurs. Ici, nous avons découvert pourquoi il est grand temps pour les fleurs aussi de vivre au rythme des 4 saisons. Élémentaire, présenté par Marina Bertsch, à voir sur France 24 et france24.com.